Merci madame. La parole est maintenant monsieur Alain Leboeuf pour 10 minutes pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Monsieur le Premier ministre le rappelait à cette tribune la semaine dernière, le déficit extérieur est un mal français auquel nous devons nous atteler sans relâche. Or, chacun le sait ici, une part importante de ces déficits récurrents provient de nos importations massives d'énergie fossile. Et en raison de la position actuelle du gouvernement sur la recherche de gisements de gaz de schiste dans notre sous-sol, cette dépendance totale n'est pas prête de s'inverser. Quoi qu'il en soit, compte tenu de la très forte proportion de la consommation de pétrole dans le secteur du transport, l'électromobilité est un vrai sujet et j'apprécie qu'on s'y intéresse cet après-midi dans cet hémicycle. Cette incitation est encore plus pertinente en France que nulle part ailleurs, puisque chacun le reconnaîtra, notre pays sait produire une électricité très bon marché. C'est un véritable atout aujourd'hui pour la commercialisation des véhicules électriques par rapport aux moteurs thermiques plus gourmands et beaucoup plus onéreux au kilomètre parcouru. Mais attention à ne pas leurrer les futurs acquéreurs si demain le prix de l'électricité venait à augmenter brusquement et à rejoindre par exemple celui de l'Allemagne. Ce prix actuellement très compétitif provient, nous le savons tous, d'une politique qui a su laisser une place suffisante au nucléaire tout en déployant de nouvelles productions à partir d'énergies renouvelables. N'oublions pas, au moment où nous évoquons la recharge de véhicules électriques et en amont d'autres débats sur la transition énergétique que nous aurons ici, qu'il faudra bien réapprovisionner les batteries, y compris les nuits sans clair de lune et sans vent sur l'Hexagone. Vous nous présentez, Madame la rapporteure, un texte qui se voudrait incitatif. Je veux en préambule, et au nom du groupe UMP, vous confirmer qu'il s'agit bien sur ce sujet de la promotion du véhicule électrique d'une ambition partagée. Et je souhaite d'ores et déjà vous remercier d'avoir été attentive à l'un de mes amendements. Ambition partagée, je rappelle qu'avec le Grenelle de l'environnement, nous avons initié un mouvement afin de favoriser l'implantation d'infrastructures de recharge des véhicules électriques. C'est ainsi que la loi du 12 juillet 2010, dite de Grenelle 2, encourage la création et l'entretien des infrastructures de charge pour les collectivités locales, les habitations, les lieux de travail. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait annoncé en juillet 2012, et vous l'avez redit, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, qu'il entendait à juste titre encourager l'achat de véhicules électriques et hybrides dans le parc automobile de l'État. Et vous avez également, vous, Monsieur le Ministre, insisté le 14 mars dernier sur la feuille de route du plan bornes électriques de recharge. C'est bien la confirmation qu'au-delà de nos sensibilités diverses et des gouvernements qui se succèdent, cette idée de développer rapidement désormais un parc conséquent de véhicules électriques en France est très majoritairement partagée. Je profite justement, Monsieur le Ministre et chers collègues, de cette tribune pour montrer que certains territoires ont dès à présent saisi l'enjeu majeur du développement du véhicule électrique sans gaz d'échappement et silencieux. En effet, dans mon département, la Vendée, vous connaissez, n'est-ce pas? Je vous en reparlerai, Monsieur le Ministre. Donc, le SIDEV, syndicat départemental d'énergie et d'équipement, eh bien, au sein duquel je suis particulièrement investi, a pris l'initiative de déployer un important réseau de recharge. La Vendée est d'ores et déjà reconnue au niveau national comme le département qui réalise le réseau de bornes de recharge de véhicules électriques le plus étoffé de France à l'échelle d'un territoire départemental. Ce sont 350 bornes sur 191 communes, soit une moyenne d'une borne publique pour 1800 habitants, quand la moyenne nationale est actuellement d'à peine une borne pour 12 000 habitants. Je profite, Monsieur le Ministre, d'ailleurs à cette occasion, pour réitérer l'invitation que nous vous avons adressée pour l'inauguration et le lancement de ce grand réseau exemplaire. Ce serait pour vous aussi, d'ailleurs, l'occasion de rencontrer les personnels Fagor, comme vous vous étiez engagé. Vous pourriez, ça nous ferait très très plaisir que vous veniez inaugurer ce grand, le 26 mai par exemple, ce serait parfait. Nous avons privilégié les bornes de recharge normales accélérées qui permettent pour les utilisateurs des recharges plutôt rapides
et pour notre réseau électrique, une connexion aux conséquences techniques moindres. Nous y ajoutons sur les axes majeurs Nantes-Bordeaux et Paris-le littoral, en partenariat avec Nissan, dans le cadre de son déploiement européen, 5 bornes de recharge rapide. Nous avons pu convaincre l'ensemble des acteurs politiques du département en affichant que l'enjeu premier de la mobilité électrique était économique. Les Vendéens dépensent plus de 100 millions d'euros en carburant pour leurs déplacements domicile-travail. Plus de 60% de ces déplacements sont électrisables et pourraient générer plusieurs millions d'euros d'économies sur le budget des ménages. Le second enjeu affiché est environnemental. En Vendée, vous le savez, deuxième département touristique de France, nous voulons préserver notre environnement et notre qualité de vie. Et le troisième enjeu développé est sociétal. Nous voulons localement, tout comme vous au niveau national, donner un corps à la troisième révolution industrielle et encourager la transition énergétique vers une société décarbonée. Et pour impulser cette transition, notre syndicat départemental ne s'arrête pas au seul déploiement d'une vaste infrastructure de charge, mais s'accompagne aussi d'un véritable plan de promotion de l'électromobilité. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais je pourrais y revenir avec ceux qui le souhaiteraient. C'est ce que malheureusement nous ne trouvons quand même pas dans cette proposition de loi. Voilà en quelques mots l'illustration d'une déclinaison locale de ce que peut être une ambition nationale. J'avoue par contre, Monsieur le ministre, avoir été surpris, voire très surpris, lorsque j'ai découvert dans La Voix du Nord du 14 mars dernier que vous affirmiez compter sur les collectivités locales pour multiplier les points de recharge est une erreur. Vous voyez qu'on peut aussi compter sur les collectivités locales. Cette proposition de loi que vous déposez, chers collègues, qui a pour objectif premier d'aller vite, par contre, ne va-t-elle pas au contraire ralentir les dispositifs qui se mettent en place ? Et j'explique. Pourquoi les élus locaux continueraient-ils à déployer un plan global sur leur territoire, sachant que l'État pourrait venir le faire à leur place sans qu'ils n'aient aucun investissement à réaliser? Et non seulement ils n'auraient rien à payer, mais en plus ils pourraient même espérer un abondement de leur DGF en contrepartie de l'installation de bornes sur leurs terrains communaux. Vous voyez qu'ici, on peut décourager. Dans les départements insuffisamment convaincus, lorsque les axes principaux seront équipés, ne trouveront-ils pas là le prétexte de ne pas étendre davantage le réseau puisque les infrastructures de recharge seront considérées comme suffisantes? Or, on le sait, le véhicule électrique est aujourd'hui totalement adapté, et plusieurs l'ont dit déjà, au trajet domicile-travail, beaucoup plus qu'au long trajet et encore moins aux circuits autoroutiers pour lesquels une vitesse, vous le savez, de 130 km/h réduit considérablement l'autonomie. Pour convaincre nos populations locales, le déploiement doit être réfléchi au niveau local, avec un maillage territorial qui doit être suffisamment développé pour être suffisamment sécurisant et donc persuasif au moment de l'acte d'achat. Les outils sont donc en place pour réussir ce pari, notamment avec les aides ADEME que vous avez décidées à hauteur de 50%. Et ce sont déjà plus de 20 départements qui se sont déjà engagés dans cette démarche, une quarantaine qui s'apprêtent à y entrer. Ne devrait-on pas plutôt retarder la date limite des dossiers auprès de l'ADEME, fixée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2014 ? Essayons plutôt d'être persuasifs. Les premiers exemples de déploiement pourraient y aider, plutôt qu'une fois de plus mettre la main de l'État où ce n'est pas totalement utile. Vous vous étiez, Monsieur le ministre, exprimé exactement dans ce sens le 28 mai dernier devant l'AMF en insistant sur le rôle fondamental des collectivités locales. Vous expliquiez que seules les collectivités locales connaissent les flux des trajets domicile-travail sur leur territoire. Vous ajoutiez, bien sûr, ça irait plus vite si c'était un opérateur, mais c'est plus pertinent si ce sont les collectivités qui assurent ce maillage territorial. Avec ce futur opérateur, n'allons-nous pas retrouver les mêmes lacunes que pour la mobilité téléphonique avec les zones blanches ou pour le déploiement de la fibre optique avec les zones rentables et celles qui ne le sont pas? Aux zones rentables, l'opérateur privé, et aux communes moins peuplées, donc moins rentables, de payer leurs propres infrastructures de charge? À moins que vous ayez pensé à une péréquation. Vous nous demandez de voter un texte, chers collègues,
Et au fond, nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut un déploiement national. Mais vous ne faites aucunement allusion à quelques obligations pour ces opérateurs. Péréquation, zone blanche, vous l'avez évoqué quand même, maillage équilibré. Quant à l'implantation d'une borne sur une propriété publique, vous inscrivez dans cette PPL que l'État, ou disons-le l'opérateur privé, ne sera pas tenu au paiement d'une redevance. Je comprends l'intérêt de cette mesure pendant la phase de lancement. Néanmoins, si un opérateur privé se lance, il devra implacablement y trouver une rentabilité économique à terme, au risque de mettre le dispositif en péril. Donc, question, cette gratuité sera-t-elle durable pour l'opérateur privé ? Dans l'exemple que je donnais précédemment concernant la stratégie de Nissan, qui veut développer un réseau européen, de déployer donc ce réseau de bornes, cette entreprise pourrait-elle demander les mêmes souplesses à l'État concernant ces implantations ? Comment ces réseaux nationaux privés, complémentaires, cohabiteront-ils demain si les uns sont aidés par l'État et pas les autres ? N'y a-t-il pas là quelques risques juridiques et financiers ? Je crains vraiment que ce texte présente quelques lacunes. Je regrette d'ailleurs au passage, qu'une fois de plus, excusez-moi Monsieur le Président de la Commission ici, que la Commission développement durable n'ait pas été saisie, même si la dimension économique est en particulier pour notre industrie automobile est tout à fait prégnante, il faut le reconnaître. Mais ça aurait été intéressant, je pense, que la Commission développement durable puisse aussi être consultée. Justement, je pense... Seul Monsieur Leboeuf a la parole. Merci, Monsieur Leboeuf. Alors, j'en reparlerai avec Monsieur le Président de notre commission. Plutôt qu'un texte qui oblige l'État... Nous sommes en discussion générale, Monsieur le Président Brottes. Vous le savez bien. J'ai bien entendu, en tous les cas, Monsieur le Président, que j'en reparlerai à mon Président de commission. Plutôt qu'un texte qui oblige l'État à faire à la place d'eux, ou qui permet à l'État de désigner un opérateur, qui, comme Monsieur le Ministre, vous le disiez, ne pourra pas faire aussi bien que les acteurs locaux. N'aurions-nous pas dû rédiger un texte qui distribue le rôle respectif de chacun ? Par exemple, pour l'État, la norme technique, les objectifs nationaux, le financement, l'interopérabilité, qui sont des thèmes qui ne pourront pas être traités effectivement au niveau local. Pour la région, les corridors et la mobilité interdépartementale. Pour le département, à travers notamment les syndicats d'électrification et les communes ou les EPCI, le maillage territorial et l'animation de la mobilité électrique en cohérence avec les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de transport. La décentralisation doit aussi être déclinée pour l'électromobilité. On ne peut pas exposer de grandes intentions sur la décentralisation de notre pays et finalement le remettre l'État comme acteur central et indispensable sur tous les sujets sous prétexte que l'État irait plus vite. Enfin, et je conclurai mon propos par quelques pistes de réflexion ou remarques. Rappelons-nous que l'élément le plus décisif au moment d'acheter un véhicule électrique reste le prix. Et si nous voulons aider nos concitoyens à un achat plus écologique et plus respectueux de l'air ambiant, il faudra leur donner un signe fort à travers une prime qui ne peut plus être rabotée. Je rappelle qu'elle a été diminuée quand même de 700 €. De plus, Monsieur le Ministre, essayez d'éclaircir le plus rapidement possible, s'il vous plaît, votre décret concernant les véhicules en location longue durée et en location avec option d'achat. Nos industriels sont très inquiets suite à la chute commerciale majeure sur ces premiers mois de l'année 2014. Ma deuxième réflexion porte sur l'actualisation qui devient urgente du livre vert rédigé par le sénateur Louis Nègre, en intégrant les futures normes européennes, notamment l'obligation d'équiper à terme toutes les bornes d'une prise de type 2. Et puis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Ministre, mais j'insiste, pourrait-on accélérer le référencement des bornes dans un système national de géolocalisation avec une interopérabilité entre les réseaux de bornes ? Je veux parler notamment du projet JREV auquel l'État est associé. Merci, Monsieur Nous Leboeuf. le savons tous ici, je finis, Madame la Présidente, Oui, si vous s'il vous voulez, plaît. alors que nos concitoyens devront avoir de moins en moins recours aux énergies fossiles, très impactantes sur notre environnement. L'électromobilité est un enjeu majeur pour nos sociétés, pour notre pays en particulier. Nous sommes tous convaincus qu'il faut tout faire pour promouvoir ce mode de déplacement beaucoup plus écologique et plus économique. Cette proposition de loi se voulait un élément de réponse. Je regrette simplement ce manque d'ambition et j'espère qu'il ne déstabilisera pas un processus qui était désormais enclenché et qui avait une pertinence bien supérieure puisque pensé par les acteurs de proximité qui connaissent mieux que l'État centralisateur les us et coutumes de nos concitoyens.